Alors, ce qu'on appelle une conférence, c'est un peu trop ambitieux en ce qui me concerne parce que moi, j'ai pas fait des hautes études. Je me suis arrêté au bac que je n'ai pas eu. Et je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans. Je parlais tout petit peu français parce que je suis issu d'une famille arménienne de France qui, en 1947, est partie en Arménie soviétique, croyant que c'était leur pays, etc. Ils se sont fait. Tes grands-parents, rappelons-le quand même, sont rescapés du génocide. Oui, mais génocide, moi je ne veux même plus en parler parce que c'est tellement une évidence que je ne veux plus faire la preuve, parce qu'on nous demande tout le temps de faire la preuve qu'il y a eu génocide, et je n'ai plus envie du tout de faire l'effort de faire la preuve, parce que la preuve est faite maintes fois, mais maintes fois. Et donc, je peux juste citer des historiens arméniens, russes, turcs, français, etc., qui ont écrit des livres que les gens peuvent lire s'ils ont encore envie, ou s'il est encore possible de lire des livres. J'ai écrit un texte que je vais vous lire d'abord parce qu'il faut être sérieux quand même. J'ai trop de choses à dire sur Parajanov parce que je l'ai connu de très près. Et Patrick, à qui je poserai des questions, il est là au deuxième rang. Compléter certaines choses aussi, parce qu'on n'a pas eu du tout le même parcours. Moi, je parle russe. J'ai aucun mérite. C'était la deuxième langue obligatoire en Arménie soviétique, où je suis né en 1955, juste après que Staline parte, et j'ai vécu la plus belle période de l'ex-URSS, c'est-à-dire la période khrouchtchevienne, où finalement on voyait des films français, italiens, américains. Delon, c'était mon idole, enfin des acteurs français ou italiens ou autres, Mastroianni. Donc on n'était pas un culte. Et l'école soviétique avait aussi quelque chose d'intéressant, qui était que dans ce qui était soi-disant interdit, le contournement était autorisé. Donc, ça veut dire qu'il faut se rendre intelligent pour contourner ce qui est... Mais c'est autorisé. Si vous êtes capable de contourner quelque chose, c'est que vous n'êtes pas bête. Donc c'était autorisé. Il y aura quelques anecdotes. Parajanov a fait la preuve. Je vais te prendre celui-là pour que tu aies celui-là. Il faut que je m'assieds. C'est mieux. Alors il y a des paroles assises et puis il y a des paroles debout. À un moment donné, je me lèverai peut-être avec ça parce que j'aime pas trop parler assis parce que justement ça fait un peu... voilà, je vais vous dire... Non, c'est pas ça du tout. Donc ceci et cela dit, combien de personnes ont vu des films de Parajanov ici? Oh ben pas mal, pas mal. C'est bien. Et d'autres qui n'ont pas vu auront l'occasion de voir, parce que le centenaire de Parajanov a permis de rattraper un petit peu le manque à gagner. Il y a eu une rétrospective à Paris, à la Cinémathèque, mais les films ont été montrés aussi à Lyon, jadis. Nous avons commencé, avant de lire le texte que j'ai écrit pour la revue Cometa, qui est une revue pas très connue, un peu différent de tout ce qui se fait un peu en termes de revue en France. Je vous conseille cette revue, ça se commande, ça se lit, parce que le style de la revue, qui est thématique le plus souvent, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se dit dans la presse courante. C'est un vrai travail à partir des auteurs qui s'y prêtent, et les journalistes sont tous des anciens de Libé ou de Mediapart, ou enfin de presse un petit peu plus libre. Et donc, il y a une revue, cette revue, cette année, une des revues spéciales hors quoi? Comment on dit? Hors quoi? Une revue peut être hors quoi? hors de ses sujets habituels. Chaque année, il y a un pays qui est mis en avant. Cette année, c'était l'Arménie. Et leur phrase, c'est si l'Arménie était au centre du monde. C'est une question à laquelle j'ai répondu. Je vous dirai ce que j'ai dit, mais plus tard. Et la photo qui représente la revue, c'est Parajanov, avec la photo de Yuri Mechitov, donc avec la cage d'oiseau sur la tête, avec les fleurs, etc. Et ça, c'était un choix qu'on avait fait, nous. J'ai collaboré un petit peu à la formation de la revue dès le départ. Et c'était bien qu'ils mettent la photo de Parajanov sur si l'Arménie était au centre du monde. Je trouvais ça intéressant. Et il y a dans cette revue un texte que j'ai écrit, que je vais vous lire, qui concerne uniquement Parajanov et mon expérience avec lui, ce qui nous permettra après de voyager dedans, hors de mon expérience aussi, à travers les films, à travers ce que Patrick a fait, etc.
Et il y a aussi un autre texte, qui n'est pas un texte, qui est une correspondance à laquelle ils m'ont proposé de donner les droits d'exister. C'est ma correspondance avec un ami d'origine turque, enfin judéo-turc, Osman Kavala, qui est en tôle depuis 7 ans pour avoir défendu des idées, seulement des idées, de rétablir la vérité sur l'histoire des Arméniens, des Grecs, des Juifs dans l'Empire ottoman, et en particulier des Arméniens. Et sa fondation Anadolu Culture anatolienne, n'a pas mâché ses mots à travers mes visites et les visites d'autres personnes d'origine arménienne ou pas, dans des universités à Istanbul et ailleurs, avant que M. Erdogan, si on peut l'appeler monsieur, en 2014 ait décidé que c'était terminé tout ça. Parce que l'Europe, ne voulant pas de la Turquie dans l'Europe, c'était terminé, et que le virage était pris et qu'on ne pouvait plus s'exprimer. Mais ce qu'il ne sait pas, Erdogan et d'autres, c'est qu'on continue toujours à aller en Turquie, on continue à tourner des films sans demander d'autorisation, on écrit des livres d'histoire, on édite, et mon prochain film, qui s'appelle Dernier Round à Istanbul, je vous le dis parce que c'est en ce moment que ça se joue au niveau financier, va se tourner en partie en Turquie, officiellement, parce que j'ai une coproduction de 2 femmes productrices d'origine turque, gréco-turque d'ailleurs, qui sont des éditrices de tous les livres dits impossibles en Turquie, mais qui ont eu lieu et qui aujourd'hui produisent des films. Eh bien, ces 2 femmes coproduisent officiellement le film. Donc ce film sera produit majoritairement par la France, par l'Arménie, assez conséquemment aussi, et par la Turquie, pour 5 jours de tournage, pas loin d'Istanbul. Je souhaite juste qu'on puisse le faire en bonne et due forme et qu'il n'y ait pas des bâtons dans les roues, mais je ne peux pas le cacher puisque c'est officiel et ça va se savoir, etc. On en est là. Et dans cette revue, c'est des choses comme ça qui sont évoquées, et Osman, de sa prison, arrive à me répondre. Et il répond de façon plus audacieuse que ce que je lui écris. Et c'est là que je reconnais l'homme, le gentleman, comme je l'appelle, qui a coproduit Chienne d'Histoire, qui est allé à Cannes, qui a coproduit Chienne d'Histoire, c'était le premier film. Le deuxième, c'était Histoire de chiens, quand Istanbul était choisie comme ville européenne de la culture. J'ai tenu à faire un film sur les chiens des rues d'Istanbul pour bien montrer qu'en 100 ans, rien n'avait changé dans l'attitude des autorités et des gens aussi, qui ont, dans la tête de qui on a mis que le chien était un animal impur et qu'on ne pouvait pas faire sa prière en sa présence. Et donc il fallait que le chien reste dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas les chiens, hein, ça ne veut pas dire. Mais cette histoire est de nouveau d'actualité, je vous en parle pourquoi, parce qu'Erdogan, il y a 2 mois, je crois, à l'Assemblée générale nationale là-bas, a dit « C'est simple, ou vous les adoptez, ou on les tue ». Sauf que ce tabou que le chien est un animal impur, c'est même pas dans le Coran, et que lui ne le dit pas, que c'est une hérésie, que ça ne veut rien dire. Non, il ne le dira pas parce qu'il se sert de la religion. Mais là, on n'est plus dans Parajanov, même si Parajanov a été aussi provocateur que je peux l'être parfois vis-à-vis de ce genre de sujet. Alors, j'enlève mes lunettes parce que je lis sans lunettes. Je voudrais d'abord vous lire ce texte avec des arrêts par moment pour élucider certaines choses, peut-être pas, parce que c'est une base que j'ai écrite pour cette revue de ma relation avec Parajanov, de 83 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'en 90, entre Tbilissi et Paris. Donc 1er janvier 1983, Tbilissi. Devant moi, un grand artiste, entre guillemets, hirsute, le lendemain d'une nuit de Nouvel An, il m'invite à rentrer chez lui. J'ai la chance de rencontrer Sergueï Parajanov pour la première fois dans la capitale géorgienne où il est né en 1924. Je fais une pause pour dire que j'ai réussi à aller à Tbilissi sans visa. Je vous parlais de contournement. J'avais juste un visa pour Yerevan. C'était une touriste à l'époque. On est en Union soviétique, on est en 83. C'est Andropov, je crois, 83, je ne me rappelle plus. En tout cas, je n'ai pas de visa et quelques cinéastes que je connaissais, connus, m'ont promis qu'ils m'amèneraient à Tbilissi. On a pris l'avion, on est allé à Tbilissi, sauf qu'ils m'ont
déposé en taxi devant un hôtel In-Tourist où j'avais loué une chambre. On était avec Jacques Kebadian. Et ils m'ont dit, on ne peut pas t'accompagner chez Parajanov parce que non, on ne peut pas le faire. Parajanov était surveillé, même s'il n'était bien sûr plus en prison depuis pas mal d'années, et qu'il commençait à préparer son prochain film, c'est-à-dire celui qu'il n'avait pas fait depuis 15 ans. Il n'avait pas fait de cinéma depuis 15 ans, puisqu'il a fait, vous verrez après, la comptabilité. Et donc il préparait La forteresse de Soram, et c'était le 31 décembre 1982. Je suis invité, c'est Sophie Cocciaorelli, dont on parlera tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent Sayat-Nova, c'est l'actrice magnifique qui représente Sayat-Nova jeune, puis la princesse, pour lequel Parajanov s'est battu de représenter un jeune homme par une jeune femme. Bon. Ça, c'était déjà Parajanov. On est en 1966-67 à ce moment-là. Donc, j'arrive à arriver chez lui. La maison de ses parents antiquaires est un joyeux capharnaüm où s'entassent décors, costumes, peintures, objets d'art. Je suis venu avec des cadeaux de la part d'Yves Saint-Laurent. Oui, pourquoi de la part d'Yves Saint-Laurent? Parce qu'ils se connaissaient, ils s'étaient rencontrés à Leningrad. Parajanov lui avait offert quelques dessins érotiques qu'il avait dessinés en prison. Et Yves Saint-Laurent avait su par Pierre Berger que je partais en Arménie, puis en Géorgie, et m'avait appelé pour que je passe les voir, et il m'avait remis un grand sac avec des pullovers en cachemire, des écharpes magnifiques, enfin, des choses qui valaient assez cher, que je devais amener à Parajanov, sachant que Parajanov ne les porterait pas, mais les vendrait, pour pouvoir financer en partie son film. Donc c'est ce cadeau-là que j'ai avec moi, quand je débarque à Tbilissi. J'ai 28 ans, Sergueï Parajanov, 59. Il souffre de diabète, mais cache sa maladie. Il vient de passer près de 10 ans en prison, 4 ans et demi en bagne entre l'Ukraine et la Russie, et 9 mois en prison en Géorgie, après, où il a dû se battre pour trouver sa place et nouer une relation à la fois intime et poétique avec les autres détenus. Il leur racontait l'histoire des draps dans lesquels ils dormaient, le destin de ceux qui s'en étaient servis avant eux. Il leur murmurait des contes et légendes. Il utilisait chaque matériau récupéré, bouchon de bouteille de lait, carte à jouer, papier hygiénique, pour dessiner et faire des cadeaux. Condamné en Ukraine pour commerce illicite d'objets d'art, homosexualité et agression sur la personne d'un fils de dignitaire du régime. Il a fait là une des journaux du monde entier et gagné le soutien de cinéastes, d'écrivains, de personnalités comme justement Yves Saint-Laurent, donc, mais aussi Françoise Sagan, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Louis Aragon et d'autres. Pour les intellectuels occidentaux, Parajanov, qui a déjà tourné 6 longs métrages, est le premier symbole de l'oppression des artistes en URSS. Tarkovsky en sera un autre, bien sûr. Derrière des farces de procès, les autorités soviétiques lui reprochent d'avoir tourné dans des dialectes locaux non doublés en russe et donc de promouvoir d'autres cultures, c'est-à-dire la culture ukrainienne. Enfin, ukrainienne, j'aurais dû écrire Outsoul des Carpates, puisque le film qui sera projeté tout à l'heure n'est même pas en ukrainien, c'est en Outsoul, qui est un dialecte des habitants des Carpates, qu'on nomme les Outsoul, géorgienne et bien sûr arménienne, Sayat-Nova, qui a été projetée hier, d'ailleurs en arménien ancien, pas moderne mais actuel, etc., un mélange d'arménien. Pourquoi, pour moi, Sergueï Parajanov est un mythe. J'avais 14 ans à Yerevan. À Yerevan, oui. La première fois que j'ai vu Sayat-Nova, qui plus tard se nommera Couleur de la Grenade. On en parlera pourquoi. La beauté, le surréalisme qui parcourt ce long métrage m'avait bouleversé. En ouverture, un carton précise « Aimable public, ne va pas chercher dans ce film la vie de Sayat-Nova. Grand poète arménien du XVIIIe siècle, nous n'avons que tenté de rendre par les moyens du cinéma l'univers imagé de cette poésie. » Cette succession de tableaux vivants, inspirés des miniatures arméniennes et persanes, m'avait donné l'impression que Sergueï Parajanov faisait du cinéma comme personne avant lui. Pour entrer dans ce monde de magie, moi,
l'ado de Yerevan, j'avais eu envie de faire du cinéma ma vie. Je dois vous décrire cette séance, que je n'ai pas écrite là, parce qu'il ne fallait pas être plus long. C'était un samedi après-midi. Moi, j'étais très cinéphile, comme mes parents nés en France, qui me donnaient 25 kopecks. On était pauvres, mais 25 kopecks, c'était possible, pour aller voir des films. Et j'allais voir tous les films qui sortaient, notamment étrangers, mais russes aussi. J'aimais bien aussi certains films russes, notamment des classiques comme les films adaptés des pièces de Shakespeare. Hamlet, par exemple, a été pour moi un des meilleurs Hamlet que j'ai vus, avec un acteur incroyable. Inoketis Maktunovski, il s'appelait. La salle, c'est samedi après-midi qui était pleine pour voir le film de Parajanov, Sayat Nova, était venu voir le troubadour Sayat Nova qui chante, qui joue de son instrument, qui est le kamancha. Il l'avait déjà vu dans un film classique fait en noir et blanc, un peu cucul à praline, mais là, bon, ils ne retrouvaient pas du tout Sayat Nova. Ils étaient devant un objet non identifié. La salle s'est vidée. Vidée. J'avais jamais vu ça. J'avais déjà vu des films où 1 ou 2 personnes sortaient. Mais là, la salle s'est vidée. On est resté une dizaine sur 300 personnes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis attiré, je suis magnétisé par ce que je vois, ce que je dis. Émotionnellement magnétisé. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu tant de beauté, d'ailleurs, de gestes, d'hommes, de femmes, de composition. Et je suis sorti de la salle un peu sonné et je me suis dit ça. Je me suis dit, ce type fait du cinéma comme si personne avant lui avait fait du cinéma. Alors que je savais par les journaux, parce que je lisais quand même pas mal de journaux concernant le cinéma ou le sport, je savais qu'il avait fait d'autres films, un peu plus classiques, pas Les Chevaux de Feu, mais avant. On en parlera tout à l'heure. Mais ça a été pour moi un vrai choc émotionnel qui a bousculé, je dirais, certaines choses en moi. Et l'influence, plus tard, sera très forte dans ce que je vais faire moi, mais aussi parce que je vais le revoir. Mais avant de le revoir, déjà, j'avais commencé à réaliser des courts-métrages qui n'étaient jamais des imitations de du style parajanovien, ou de Péléchian, ou de Tarkovsky. Mais on a tous des maîtres, qu'on veuille ou pas, surtout quand on n'a pas fait d'études. Moi, j'ai appris à faire du cinéma en étant comédien sur le plateau, en regardant Philippe Valois, par exemple, mais Michel Drache et d'autres avec qui j'ai travaillé. Mais c'était important, au-delà de voir, d'avoir été cinéphile aussi, et d'avoir vu qu'il y a des gens qui peuvent se permettre d'utiliser le cinéma comme un langage qui est le leur, et non pas comme un langage classique, dramaturgiquement repérable tout de suite. Novembre 1988, Paris. Entre 83 et 88, j'ai été interdit du RSS. J'étais persona non grata parce que Jacques Kebadian m'avait filmé avec Parajanov en Super 8 sur son balcon. Parajanov m'enlaçant, faisant le clown comme il savait faire, montrant l'article du Monde sur sa porte, montrant ses collages, me montrant un tas de choses et tout ça. Et on avait fait un montage qui était passé sur Antenne 2 à l'époque, d'une émission qui s'appelait Cinéma Cinéma. Et ça, c'était les gens du KGB à l'ambassade du RSS avaient vu que j'avais enfreint à une règle qui n'était pas permise, parce qu'ils avaient compris que je parlais russe, que je parlais arménien, que j'avais des amis et que je pouvais voyager au sein de l'URSS sans demander quoi que ce soit. Et ils me l'ont fait payer comme ça. Je devais partir avec Serge Danet au festival de Moscou, puis à Yerevan pour un festival de cinéma, pour voir et montrer des films français. Et lui a eu son visa. Et moi, on m'a dit non, vous avez... Jusqu'à l'indépendance, donc je n'ai pas pu retourner en URSS. Donc, novembre 88, Paris, Sergueï Parajanov a été invité par le Centre Pompidou à une rétrospective de films géorgiens, dont le sien. Après avoir été réduit au silence par la justice soviétique, il a co-réalisé avec son fidèle ami Dodo Abashidze la légende de la forteresse de Suram, avec l'appui du premier secrétaire du Parti communiste géorgien, Édouard Shevardnadze. Grâce à son génie, Sergueï a fait de ce film de commande à la gloire de la Géorgie une sorte de stupéfiante œuvre hypnotique. Il ne fait pas, ouvrez les guillemets, il ne fait pas de collage, de poupées, de chapeaux, de dessins ou de tout ce qu'on pourrait appeler du design. Non, c'est différent. C'est beaucoup plus talentueux, plus sublime. C'est du vrai art
Quelle est donc la beauté de la chose? La spontanéité. A dit de lui un autre grand réalisateur et ami, Andrei Tarkovsky. C'est pas moi. 88, on est donc à Paris, au centre Pompidou. Il y a les prises de parole. Parajanov est habillé en noir, comme il savait se déguiser. Il a pris la parole. Il était très ému, parce que Paris, c'était son rêve, comme il avait dessiné la Tour Eiffel, disant « mon rêve, Maya Michta ». J'étais là, je l'observais. Je me demandais s'il allait me reconnaître si je m'approchais. J'ai attendu que tout se termine. Et il y avait le cocktail. Et pendant le cocktail, je l'ai senti un peu isolé un moment et je suis allé lui taper à l'épaule pour qu'il se retourne. Il s'est retourné. Il a fallu quelques secondes. Il était déjà malade. Il était diabétique très fortement. Il ne savait pas qu'il avait un cancer. Quelques secondes et tout de suite il m'a reconnu et il était très ému parce qu'on avait eu quand même une relation très forte en 83. C'est ce que je lui avais amené, tout ça. C'était. Puis j'ai oublié de dire aussi qu'en 83, quand j'y étais, il y avait sa femme Svetlana et son fils qui étaient venus de Kiev le voir. Il ne s'était pas vu depuis longtemps puisque lui il était assigné à résidence dans là où il est né, dans la maison de ses parents. Et c'était très émouvant d'être le 1er janvier avec eux, mais on devait, avec Jacques, rentrer à Yerevan, parce que le lendemain, on s'envolait pour Moscou et Paris. Et Parajanov a fait un truc, j'ai oublié de te dire. Il a demandé aux jeunes qui l'entouraient, qui étaient avec nous, de voler mon passeport, pour pas que je reparte. Là je l'ai su, j'ai dit non, on ne fait pas ça, je peux pas. Si je fais ça, déjà, je suis là de façon un peu contournée. Du coup, bon, on s'est séparés un peu comme ça. Et donc, ces retrouvailles à Paris, c'était quelque chose de très émouvant pour nous deux. Et il m'a tout de suite un peu emmené à l'écart. Et moi, j'ai eu une idée. J'ai dit, mais viens, je vais te montrer quelque chose. Je l'ai éloigné, et comme tout était ouvert au centre Pompidou, qui ferme pendant 5 ans, maintenant, à partir de ce soir, je crois, ou hier, je l'ai monté tout en haut, comme dans mon film Le scandale Parajanov. C'était la nuit, et je lui ai montré le haut de la Tour Eiffel, qu'il voyait pour la première fois, parce qu'ils étaient arrivés dans la journée. Il était très, très, très ému, très ému. Et pour la première fois, il m'a parlé en arménien. Et il a dit quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris, mais que j'ai compris après. Il a dit en arménien, Hayere lav tarum shinel giden. Les Arméniens savent très bien enterrer. Je ne savais pas si je devais le prendre bien ou mal, mais je comprenais qu'il voulait parler de sa propre mort et que ça se passerait en Arménie. Voilà, on est passé. Après, on s'est vu beaucoup et je continue à lire. Retour à Paris donc. Chaque jour, minutieusement, dans sa chambre d'hôtel du 5e arrondissement, rue Monge, Sergueï assemble 2 images tirées de peintures de Pinturicchio et de Raphaël, un vieil homme et une ou un jeune femme ou homme entremêlés. Alors que le collage avance à petits pas, il me demande de lui trouver des plumes et des broderies en dentelle, puis il trouve tout seul un endroit dans le quartier pour l'encadrer. Ouvrez les guillemets. Je te donne ce collage dédié à tes 2 fils, Hovnatan et Tigran. En échange, tu me donnes 3000 francs pour que j'achète des jouets aux enfants de mon quartier à Tbilissi. Je leur ai promis d'amener des cadeaux de Paris. Ça, c'est Parajanov. Parajanov est pour le troc artistique, bien sûr, considérant que les œuvres ne nous appartiennent pas et doivent vivre leur vie. Sur la tombe de Tarkovsky au cimetière de Sainte-Geneviève-de-Bois, où il voulait absolument se rendre avec moi, il ajoute, une fois qu'on a quitté la tombe, en revenant vers l'entrée du cimetière, « Tu verras, ce collage coûtera très cher plus tard, tu pourras le vendre pour qu'un musée l'expose, ça t'aidera à faire un nouveau film. Les œuvres d'art doivent voyager. » Tu as apporté les 3000 francs ? Je les avais dans la poche. Le pot que j'avais pas beaucoup, bon voilà. Et on avait un gestuel avec, ça me permet de me lever parce que je n'aime pas trop être assis. On avait
Parajanov avait, Patrick, il a dû le voir faire, un gestuel qui était quand il était à côté de quelqu'un et qu'il avait un secret à partager. Il dit, on m'entend. C'est sûr? On m'entend. Non. Non, on m'entend pas. Merde, on m'entend. Donc, quand on est à quelqu'un et qu'on a quelque chose à se donner, on parle, on fait semblant de regarder même les autres, on parle, et on fait ça. On passe d'une main à l'autre, l'autre le met dans sa poche, et personne n'a rien vu. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour les 3000 francs, et d'autres choses que je vous raconterai. Ça, c'est du Parajanov aussi. Le Larsen. Ah oui, les deux micros ne doivent pas se rencontrer. Donc je lui ai donné les 3000 francs et le collage, il me l'avait déjà donné la veille. On revient à Paris, mais on est en 1990 maintenant, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Il y a eu, entre-temps, et on en parlera avec Patrick tout à l'heure, la rétrospective, la première des films de Parajanov à Paris, au cinéma Saint-Germain-des-Prés. En même temps qu'il y avait au Centre Pompidou les films géorgiens qui passaient, avec Jean Radvani qui animait tout ça, Patrick était là, on était là, enfin. Et Parajanov s'exprimait à chaque fois avant ses films. On l'amenait et il disait que parfois c'est moi qui traduisais, il parlait russe évidemment. Il disait souvent qui va payer pour les 15 années où j'ai pas fait de cinéma. Qui va en rendre compte? À qui dois-je m'adresser? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'ai fait des collages, d'accord, j'ai dessiné, d'accord, j'ai rencontré des gens, mais je n'ai pas fait de cinéma. On parlera tout à l'heure des collages qui ont remplacé probablement le rapport qu'il a au cinéma. Septembre 90, Paris. Parajanov est très malade, un cancer du poumon très avancé. Un avion apprêté par le ministre de la Culture française de l'époque, Jack Lang, j'avais téléphoné au ministère, l'amène en France, accompagné par quelques proches de Yerevan. On m'appelle le matin très tôt, afin que je me rende aux urgences de l'hôpital Saint-Louis, où le corps de Parajanov, dans un semi-coma, est en attente d'une chambre pour l'installer. On me demande de le réveiller pour voir s'il va me reconnaître, afin de savoir s'il est encore conscient. Je fais une parenthèse. J'ai failli refuser. J'ai failli repartir. On est dans un cauchemar. C'est ce sous-sol de l'hôpital. Il n'y a pas de lumière. Il y a ce corps inanimé. Il y a 4 types mal rasés derrière lui, comme ça, qui attendent impatiemment de voir ce qui va se passer, qui l'ont accompagné dans cet avion français qui a fait l'aller-retour, etc. Et moi, on me demande de le réveiller pour voir s'il va me reconnaître ou pas. Et je me dis... Bon, en même temps, je me dis, c'est ta responsabilité. Si les gens ont pensé ça, tu dois le faire. Je l'ai fait. J'ai commencé à caresser sa tête, à essayer de bouger sa tête. Ça ne répondait pas. Et puis à un moment, il a ouvert les yeux, doucement. Je me suis penché donc vers lui. Je m'exécute donc. Avec la peur au ventre, il finit par ouvrir les yeux, me regarde. Et au bout d'un court instant, il dit en russe, « Я в Париже. Je suis à Paris. » Il ne dit pas « Ah, c'est Serge », il dit « Je suis à Paris ». Évidemment, les 4 personnes qui sont derrière partent dans une sorte de cri de joie, parce qu'il sait où il est, etc., en me voyant. Pendant 2 mois, je lui rends visite ponctuellement. Sa santé se dégrade de jour en jour. La dernière chose qu'il me demande, c'est une photo de Pasolini, son idole. C'est comme s'il savait que j'ai un portrait de celui-ci que la Cinémathèque de Toulouse m'a offert à l'occasion de la rétrospective de ses films. Je lui amène le grand portrait et l'affiche en face de son lit, et son regard se pose sur le visage de Pasolini. Il lui dira adieu, et quelques jours plus tard, il rejoint au paradis des artistes libres et rebelles. Il avait à peine commencé le tournage de la Confession, une allégorie ouvertement poétique, politique et polémique, et il meurt à l'âge de 66 ans, entre Paris et Yerevan en fait, parce que je l'ai vu partir dans l'avion. Il n'était déjà plus là. Il sera enterré à Yerevan en grande pompe. Les Arméniens avaient préparé beaucoup de choses, parce qu'il y avait la maison dans laquelle il devait vivre qui
Et il était déjà en construction. Patrick a fait le voyage, il a fait des photos, on le voit dans son film. Il a dit une très belle chose, Patrick, hier. Il a dit qu'il est là à Yerevan, il attend que le cercueil sorte de l'opéra. Il y a la foule qui est là, il y a la photo de Parajanov, et d'un seul coup, le cercueil sort de l'opéra, porté par les artistes. Et il y a le cercueil, lui, son corps, et la photo de lui, là, avec la foule devant. Et Patrick a fait cette photo, entre autres. Les Arméniens avaient fait le travail entre-temps. Ils avaient négocié, si je puis dire, entre guillemets, avec les Géorgiens, de récupérer tous les meubles qui étaient dans la maison de Parajanov pour meubler le musée, récupérer tous les collages qui traînaient ici et là pour construire un musée. Une maison-musée d'abord, mais un musée. Et on est d'accord avec Patrick, et pas seulement, tous ceux qui vont à Yerevan ne peuvent pas ne pas aller voir ce musée parce que c'est un lieu magique, comme sont ces films. C'est un univers que Zaven Sargsyan, paix à son âme, qui est parti il y a 3 ou 4 ans, qui a tout fait de ses mains, qui était son photographe officiel aussi, mais qui a surtout construit ce musée, enfin l'intérieur du musée. C'est un endroit étonnant. Quand on y rentre, il y a 3 étages, 2 étages et demi, on n'a pas envie d'en ressortir, on a envie de rester. Il y a tellement d'objets, d'hétéroclites, il y a tellement son univers, il y a des photos, des objets, il y a là où il dormait à Tbilissi, il y a sa chambre à coucher, etc. Enfin, c'est très touchant. Et puis, il y a des choses qui peuvent provoquer certaines personnes aussi, qui sont les dessins érotiques et autres faits en prison, qui valent le détour. 2012, 2013, Ukraine, Géorgie, France. Parajanov, c'est moi. Il devient de plus en plus vivant, il commence à prendre forme sans composition. Il m'habite tranquillement, son humour, sa malice, sa passion pour l'art et la beauté, son sens de la provocation. Je connais toute sa vie, je connais la personne, sa préférence pour les hommes, ses 2 mariages avec des femmes, la mort de la première d'origine musulmane tatare, assassinée par ses frères qui ne lui ont pas pardonné sa conversion à l'orthodoxie. Sa 2e femme, Svetlana, que j'ai connue, avec qui ils auront un fils. Et ils seront séparés par la prison et par le fait qu'il sera assigné à résidence à Tbilissi. Et j'ai eu la chance de les retrouver tous en 83 ensemble pour fêter le Nouvel An. Je sais que chaque fois qu'il prend la parole, il provoque des vocations anticonformistes. Je tourne le scandale Parajanov. J'en suis à la fois l'acteur et le réalisateur. Ce n'est pas un biopic classique, hein, c'est un hommage en forme de poème à son cinéma de poésie, inspiré de celui de Pasolini aussi. Je n'aurais jamais osé faire ce film de fiction si je n'avais pas réellement connu Parajanov lui-même, intimement, et si l'Ukrainienne Olena Fetisova ne m'avait pas proposé de lire son scénario et d'y intégrer ce que je souhaitais pour la réalisation du film. J'ai accepté d'être lui parce que je n'avais pas peur de le trahir. Je ne l'ai pas trahi, je crois. Et parce que j'avais son odeur en moi. C'est une façon de parler. On saute en septembre 2024, donc le centenaire de Parajanov. Patrick sera avec moi à Yerevan. Parajanov aura eu son temps, l'Arménie le fête. Pour les Arméniens, il est l'un des leurs. Pour les Géorgiens et les Ukrainiens aussi. Il faut savoir qu'il y a un buste de Parajanov au studio Dovzhenko de Kiev, qu'il y a une sculpture magnifique de Parajanov qui sort du mur à Tbilissi, qui, on se disait avec Patrick, est un peu laissé pour compte parce qu'il y a c'est envahi de végétation, etc. Et sa maison natale a été transformée en 2 chambres d'hôtes, enfin hôtel d'hôtes, tenu par 2 femmes. Moi, je ne suis pas allé depuis, et il paraît que c'est vraiment très bien. Ils ont dû probablement essayer de retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait dans cette maison. J'en étais où? J'étais là. Je suis venu avec le collage qu'il m'avait offert en 88. Peu de gens l'ont vu. Il est temps de l'exposer au plus grand nombre. Je l'entends me dire, Serge, les œuvres d'art doivent voyager. Peut-être que cela aidera au financement de mon nouveau film, comme il me l'avait suggéré.
Alors, pour l'anecdote, le musée voulait l'acheter, le musée en Arménie, parce qu'il a fait 4 variations de ce collage. Et à chaque fois, il l'a fait dans des villes différentes. Comme on évoquait tout à l'heure avec Patrick quand on se promenait dans Lyon, Parajanov a eu la chance quand même, avant d'être vraiment malade et immobile, comme il le sera à Paris plus tard en 90, entre 88 et 90, de faire des voyages incroyables. Il va aller à Munich, il va aller à Venise, il va aller à Istanbul, à Paris évidemment, et c'est incroyable. À chaque fois, il va se mettre en scène, il va faire des photos avec des photographes arméniens à Istanbul, à Munich, il va faire un collage, à Venise, il va en faire un qu'il va offrir au guitariste arménien à l'île de San Lazzaro. Voilà, et ces 4, on a essayé de les réunir pour le centenaire. Il n'y avait pas les 4, il y avait les 3. Celui de Rome, enfin celui qu'il a dédié à Pasolini, on le retrouve pas apparemment à Rome. C'est un mystère. Si, il y avait les 4, donc il y en a 5, je pense, au musée pendant qu'on était pour le centenaire, et je l'ai laissé pendant 3 mois. Soi-disant, le ministère de la Culture, on se demande si ça existe, hein, de l'éducation et des sports et tout ça, en Arménie, devait étudier la possibilité de l'achat, qui était fixé à 50 000 € par le directeur du musée Parajanov. Il avait même fixé à 70 000. Moi, j'ai dit non, c'est pas, tu exagères. Les œuvres de Parajanov ne sont cotées qu'au maximum à 20 000 actuellement. Mais si on peut vendre à 50 000 un collage un peu rare, qui a été fait à Paris, qui a un recto verso très intéressant, ça fera monter sa cote. Mais nous, avec Patrick, on a visité le musée d'art contemporain avec tous les collages que les gens avaient amenés d'ici et là. On a bien vu qu'il y avait beaucoup de faux collages Parajanov qui ont circulé et qui ont été marchandés pour pas grand-chose parfois. Et ça continuera sûrement. Et soi-disant, il y a des experts. Mais les experts, vous savez, qu'est-ce qu'ils savent, les experts? Ils comparent, mais sans plus. Alors, on verra ça avec la Fondation Gulbenkian, on verra ça au Bulukian ici, à qui j'ai écrit d'ailleurs, qui ne m'ont jamais répondu. Je pense que la culture n'intéresse pas forcément les gens. Moi, je voudrais que ce collage soit ou offert au musée Parajanov à Yerevan, pourquoi pas, pour compléter la série, ou bien qu'il reste en France, parce qu'il a été fait en France. Il peut être à Beaubourg, il peut être aux Lumières, il peut être à Lyon, il peut être je ne sais où, mais il va falloir le financer par des fondations, par... Moi, j'ai pas du tout envie de faire du crowdfunding, moi-même aller chercher de l'argent. Il est chez moi, je l'ai ramené. Il a voyagé toujours à côté de moi dans l'avion, parce qu'il fallait acheter une place pour le collage. Parce qu'il avait oui, les centimètres étaient que je ne pouvais pas le mettre là-haut, même s'il était assuré, il fallait... Bon, donc on a acheté un billet, et donc il a fait l'aller-retour, et je l'ai ramené. Il est de nouveau chez moi, au mur, c'est comme s'il n'avait pas fait le voyage. Mais il l'a fait. On verra ça plus tard. Essayons maintenant de parler un petit peu peut-être de son cinéma, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui ne l'ont pas vu aussi. C'est très difficile de parler de quelque cinéma que ce soit quand on n'a pas vu les films. On a vu peut-être des photos, des collages et autres. Mais il faut dire que Parajanov a fait ses études, les hautes études cinématographiques à Moscou. Il est issu d'une famille d'antiquaires, comme je dis. Il a fait de la danse, de la chorégraphie quand il était jeune. Il parlait même quelques mots de français, parce qu'il y avait un professeur de français qui passait les voir. C'était une famille quand même... Alors pour l'anecdote, c'est dans mon film, mais je ne sais pas si c'est vrai, il raconte toujours que comme son grand-père avait changé leur nom, il s'appelle Sarkis Parajanian, quand on était commerçant à l'époque, et qu'on voulait s'intégrer à la Russie tsariste, eh bien il fallait russifier son nom. Donc Parajanian est devenu Parajanov et Sarkis est devenu Sergueï. Je connais un Tchergadjev qui est devenu Tchergadjev, Gurdjieff, Georges Gurdjieff, pour ceux qui ont lu Rencontre avec des hommes remarquables ou Récit de Belzébuth, c'est aussi Gurdjian, etc. Les noms se russifiaient et c'était nécessaire pour pouvoir travailler, etc. C'est une famille assez
pas cossus, hein, mais voilà, ils sont des commerçants, ils ont une belle maison d'ailleurs, dans le quartier arménien de Tbilissi, qui s'appelle Kote Mesri, qui est sur les hauteurs du Tiflis. Et il raconte tout le temps que, comme ils avaient toujours peur des inspections, il passait son temps à avoiler les diamants que son père cachait pour les vendre hors déclaration. Et que le lendemain, tout le monde attendait qu'il aille, enfin qu'il s'assoie, et pour laver les diamants, et pour les récupérer. Et il le racontait à volonté, il le raconte dans le film de Patrick aussi d'ailleurs, et moi je l'ai mis dans mon film. Je raconte ça à Mastroianni, je crois, dans le film. À un moment donné, je dis, oui, Parajanov, vous savez, il faisait ça parce que son père était antiquaire et il faisait avaler des diamants. Et puis le lendemain, tout le monde était assis à côté de lui en observant bien que les diamants vont revenir. Bon. Quand quelqu'un vous raconte ça, à l'âge qu'il avait, c'est assez drôle. C'est plus que drôle, c'est énigmatique. Et aussi, il avait mis en scène, ça je ne l'ai pas inventé non plus, quand Mastroianni est allé le voir, parce qu'on me l'a raconté point par point, il avait mis en scène ce que j'ai moi-même mis en scène dans le film. C'était des jeunes gens maquillés en bronze, avec des cornes qui sifflent et qui disaient « Parajanov est un génie ». Parajanov est un génie. Toutes les deux phrases qu'il disait, Parajanov est un génie. C'est-à-dire qu'il savait vraiment se vendre dans le sens profond du terme. C'est quelqu'un qui avait besoin de se mettre en scène. Et d'ailleurs, d'aucuns ont dit que c'était le clown de la perestroïka. Parce que quand il parlait politique, il ne bâchait pas ses mots. Quand il parlait de Brejnev et de l'avance, de Staline, etc. Et puis il faisait comprendre que c'est pas parce qu'il y aurait Gorbatchev que les choses allaient forcément fondamentalement changer non plus. Parce que lui, il avait déjà traversé ce que vous savez. C'est-à-dire quand on a fait 4 ans et demi de tôle dans des trucs de réclusion criminelle sévère, on n'en sort pas indemne, je pense. Donc Parajanov, quand il a recommencé à faire du cinéma avec La forteresse de Suram, donc après 83, il a enchaîné après avec Achik Kerib. C'est le seul cinéaste soviétique qui a quand même fait des films, donc en Ukraine, en langue outsoul, qui n'a jamais traduit en russe, et c'est pour ça que les ennuis ont commencé. En Arménie, et on verra pour quelle raison il va aller en Arménie pour faire Sayat Nova, ça mérite d'être raconté, juste après, parce qu'il ne peut plus tourner en Ukraine, à cause et parce que son film a du succès. Les chevaux de feu que vous allez voir, ceux qui resteront tout à l'heure, c'est un film qui a mis le feu dans des festivals, Mar del Plata et ailleurs. Il était invité, mais on ne le laissait pas partir, évidemment. Et vous allez voir, c'est un film... on ne sort pas totalement comme on est rentré. C'est un film étonnant, très différent de Sayat Nova. Et là... Je vais d'ailleurs enchaîner avec Sayat Nova. Il n'arrive pas. Il commence un nouveau film, Les Fresques de Kiev, tout ça. Il met en scène 2 bobines, montage, ça. Et puis on lui fait comprendre qu'il n'aura pas l'autorisation de continuer à tourner. On lui confisque la pellicule, etc. Et là, les Arméniens se réveillent un peu. Et c'est dans mon film, tout ça, dans le scandale Parajanov. Et viennent, ils l'appellent. Ils disent, écoute, pourquoi tu viens pas chez nous faire un film? Nous, on est prêts. Les studios Armen Film peuvent tout financer. On t'invite, tu viens. Et d'ailleurs, on peut te proposer des sujets qui te plaisent. Parce qu'on sait quand même que, par exemple, les miniatures arméniennes, Sayat Nova, etc. Et là, il y a quelque chose qui se passe avec cette histoire de faire un film sur Sayat Nova. Il accepte. Il y va, il pose des conditions totalement inacceptables pour l'époque. Mais c'est à prendre ou à laisser. Parce que lui, il sait qu'il est condamné en Ukraine, mais qu'en Arménie, il faut qu'il fasse passer, entre guillemets, ses caprices, mais disons ses intuitions surtout. Donc il oblige que Sophie Kochaorelli soit dans le casting dans 2 rôles, l'un dans le jeune Sayat Nova et l'autre dans la princesse, en lui changeant juste la coiffe, c'est tout. On reconnaît que c'est la même personne, que c'est une femme qui incarne un jeune homme et qui va incarner la princesse dont le jeune homme, moins jeune homme, serait amoureux, par exemple. Voilà, c'est... ils finissent par accepter, parce qu'il dit « je ne fais pas le film, vous acceptez pas ça, je ne fais pas le film ». Et il pose beaucoup d'autres conditions qui ne sont pas du tout visibles comme ça.
il demande que l'Église, Etchmiadzin, qui est le haut lieu de l'Église, c'est le Vatican arménien, qu'on lui prête des livres, pas seulement du Matenadaran, qui est le musée des anciennes écritures, mais aussi de l'Église, où il y a des anciens livres, qu'on lui donne des livres qu'il va mouiller, qu'il fera sécher après, dit-il. Il veut des figurants à n'en plus finir, et il veut des gens énergumènes, enfin bon. Il dit par exemple, il a une caprice, mais inexplicable pour les gens. Il dit, je veux faire un plan sur des tapis qu'on est en train de laver. Et ce sont des pieds de femmes qu'on voit en gros plan qui les lavent. Mais je veux que ce soit des pieds de femmes kurdes. Au studio, ils disent, mais pourquoi Il dit, parce que les pieds des femmes kurdes sont les plus beaux. C'est tout. Et il va les obtenir. Parce qu'il y a des yézidis, il y a beaucoup de Kurdes yézidis en Arménie, et donc il va obtenir que ça soit des pieds de femmes kurdes qui lavent les tapis. Et il impose ce genre de choses, et surtout il tourne à pas d'heure, pas d'endroit, personne ne résiste. L'équipe change X fois, etc. Et surtout, il choisit des non-acteurs. Pourquoi il choisit des non-acteurs? Et là, vous allez comprendre certaines choses sur sa façon d'avoir fait de telle sorte que ça soit son cinéma et son langage, et non plus les films qu'il a fait avant. Les Chevaux de Feu, dans lesquels il y a Andrej, qui est un film assez beau, assez réussi, mais d'autres, il a fait une comédie musicale, par exemple, sur les kolkhozes et les sovkhozes, il a remplacé un réalisateur sur un film parce que le réalisateur n'était plus là, etc. Mais ces films-là existent, mais ils ne comptent pas dans son œuvre telle que les Chevaux de Feu vont faire basculer, vont mettre le feu aux poudres, et après Sayatova, encore plus. C'est parce qu'il change de genre, il rentre dans un processus encore plus radical et très très proche finalement de sa propre sensibilité. Parajanov est un peintre, est un dessinateur, il dessine vraiment, il a la main, il dessine vraiment, je l'ai vu dessiner, c'est immédiat. Il y a ça, il y a aussi que c'est quelqu'un qui crée en même temps qu'il bouge et en même temps qu'il prépare le plan. Il travaille avec tout le monde. Il y a le cadre, d'abord, bien sûr, choisi. Il y a l'opérateur qui doit faire son travail. Mais lui, avec les modèles, ne les emploie pas des acteurs. Il n'y a pas d'acteurs. À part Sophie Kocharoeli, il n'y a pas de comédiens. Dans Sayat-Nova, c'est que des danseurs. Parce qu'il a besoin de corps qui sont capables de faire des mouvements qui ne sont plus des mouvements contemporains du moment où on vit, mais dans son imaginaire, des mouvements bibliques, comme dans les miniatures, des gestes à des rythmes particuliers. Et Parajanov, et on le voit très bien dans Ashik Kerib, dont le premier jour de tournage a été filmé par Patrick, on le voit très bien, moi je l'ai vu aussi faire, il dirige avec un haut-parleur. Il n'y a pas de son direct dans les films, comme pour Fellini. Fellini aussi dirigeait avec la voix. Il n'y avait pas de son direct, le son va être travaillé après. Donc il dicte tout ce que les personnages doivent faire. Et tout le monde est à l'écoute, il y a une sorte de concentration parfaite sur le plateau de tout le monde. On n'entend que lui qui parle à la fois à l'opérateur en disant « on y va », le mouvement, et il commence à parler. Il dit « tu regardes vers moi », tu baisses le regard, tu tournes à droite. « Sofiko, fais le geste que je t'avais dit vers la tête, etc. » Et c'est tout le temps comme ça. C'est lui qui tient le... Alors en russe, on dit « tempo rythme », le temps de son cinéma. Parce que le cinéma, ça a aussi une... C'est pas comme la peinture, ni la photographie, ni d'autres arts, ni la sculpture. Il y a le temps qui joue un rôle dans le cinéma. Le mouvement dure un temps, pour nous, spectateurs, et pour ceux qui sont dedans. Donc un film a son magnétisme, son champ magnétique du temps qu'il nous donne d'observation. Plus ce temps s'installe et nous magnétise, plus le film existe pour nous et plus on oublie le temps réel. Par exemple, là, je suis en train de parler, je ne magnétise pas, je ne suis pas magnétiseur, tout ça, mais je pourrais essayer de le faire pour voir si vous n'allez pas regarder l'heure dans vos portables et tout ça, parce que vous êtes déjà dans un autre monde. Vous êtes dans un autre espace. C'est l'espace du champ magnétique qui vient vers vous et qui vous amène vers l'écran. N'oubliez pas que les écrans, comme ici, devaient être 7 fois plus grands que nous sommes. Le cinéma, c'est aussi ça. C'est un art, c'est Péléchian qui disait,
C'est un art stalinien, parce que c'est un art dominateur. Il domine le public, il aspire le public. Ben oui, on s'en est servi. Les communistes s'en sont servis, mais les nazis ne n'ont pas manqué non plus de s'en servir, parce que vous savez bien que c'est un art de masse. Et c'est un art qui devient un art, non pas un art, mais une propagande qui peut embrigader les esprits. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui le font. Le cinéma l'a fait bien avant. Voilà. On peut raconter n'importe quoi, on peut inventer n'importe quoi, réécrire l'histoire, le montrer même, et faire croire aux gens que c'est bien ça la vérité, et non celle que vous lirez dans des livres. C'est un peu ça qui est tout le temps en jeu. Et donc Parajanov dirige comme ça, et donc il va faire Sayat Nova, il va monter le film, une partie à Yerevan, une partie à Kiev, mais quand il va repartir en Ukraine, les ennuis sont déjà mis en place. Il y a déjà un jugement qui est prêt, etc. Ça a fait son chemin parce qu'il s'est absenté. Il n'était pas là, ça a duré très longtemps, le tournage de Sayat Nova, la préparation, le tournage, le premier montage, etc. Et là, jugement et direct prison. Et interdiction, ça va durer 4 ans et demi. Et vous savez un peu ce qui s'est passé en France. Je l'ai dit un peu à quelques mots. Nous, on a commencé à bouger dès 75-76, quand il était en prison. Ici comme ailleurs, à Paris, à Cannes, on a fait des manifs à la Mutualité à Paris. On réunissait des gens, on projetait ces films. J'avais eu une copie de Sayat Nova en 16 mm, qui arrivait d'où? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Qui avait fait un trajet improbable, qui arrivait de Téhéran, d'Iran. Un Arménien l'avait fait passer là-bas, de là-bas, hein. Arbio Vanessian m'a dit, tiens, tu sais que là, hein, hop, j'ai eu la copie. Donc j'ai eu la possibilité, personne n'avait encore vu Sayat Nova, de le projeter à Paris en 16 mm, alors que le film a été tourné en 35. Et les gens qui sont venus voir, il y avait quelques critiques qui étaient intéressés, évidemment, se sont dit, mais c'est incroyable, on ne comprend rien, mais c'est une œuvre d'art exceptionnelle. Et ça a commencé à écrire. Ça a commencé à écrire, un peu comme pour Péléchian aussi, dont j'ai amené les films plus tard, qui étaient plus ou moins interdits aussi en Arménie pour d'autres raisons. Et quand j'ai montré les films à Serge Danet, des critiques qui aiment vraiment le cinéma, ils ont dit, mais attends, mais c'est des chefs-d'œuvre, c'est des réalisateurs exceptionnels, il faut en parler. Donc c'était une page dans l'IB, et après, évidemment, celui qui a fait le travail beaucoup sur Parajanov, c'est Patrick Casals, qui écrivait dans Libération et dans les cahiers du cinéma. Et j'oublierai pas ces articles pendant que nous, on faisait des manifs ici et là, etc. Donc, Parajanov a eu toujours des gens qui se sont intéressés à lui, parce que sa personnalité était surprenante, au-delà de ses films même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas été abattu par la prison. Ça, c'est très important de le noter, parce qu'il aurait pu être totalement abattu après ce qui s'est passé. Eh bien non, il va continuer à marchander, si je puis dire, dans le bon sens du terme. À Tbilissi, il va piquer des objets d'art, les vendre, parce qu'il n'a pas de salaire. Il a rien. Il est assigné à résidence. Donc c'est des gens qui viennent d'Erevan pour lui amener des trucs, ou des amis d'Ukraine, etc. Mais il n'a pas. Donc lui, il vole des icônes, il m'a d'ailleurs offert plusieurs objets d'art qui sont chez moi, en troc de ce que je lui avais amené, etc. Et il essayait, c'est pour ça qu'il a fait 9 mois de prison aussi à Tbilissi. Et c'est chez Verdadze qui est intervenu à un moment donné pour mettre le holà et pour qu'il commence à travailler, etc. Et après, il fera Achik Kerib, qui est sur un troubadour azéri turc, on va dire, turkmène, qui sera devenu Azerbaïdjan plus tard. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est encore une autre histoire qui est d'aujourd'hui. Ce Parajanov, il est intraitable. C'est un artiste intraitable. On a beau lui dire « ne fais pas », il va le faire. On a beau lui dire « ne touche pas », il va toucher. Et moi, je l'ai vu faire à Yerevan, où je l'ai croisé quand je suis arrivé en 83, après l'avoir rencontré. J'allais en repérage avec Jacques Kebadian pour un film documentaire qu'on allait faire qui s'est appelé « Que sont mes camarades devenus ?» C'est aussi un peu pour ça qu'on m'a aussi interdit, je crois, l'URSS après. Qui est un documentaire qui est passé sur France 3 à l'époque, FR3.
j'ai essayé qu'on ne touche pas trop à mes amis parce qu'ils disaient des choses et je coupais ce qu'ils disaient pour pas qu'ils aient des ennuis. Finalement, c'est moi qui ai eu des ennuis et pas eux. Donc, le KGB savait à qui il fallait écarter de l'histoire. Et quand je suis arrivé à Yerevan, avec ma valise, devant l'ascenseur, sort de là un homme que je connaissais qui s'occupait du musée Sarian, qui est un très grand peintre arménien. Sarian qui a servi de modèle à d'autres peintres arméniens pour son fauvisme, pour aussi la capacité qu'il avait de... Il avait voyagé en Turquie d'ailleurs, hein, au tout début de sa carrière, etc. Justement, c'est un peintre qui avait peint des chiens de rue en 1909 à Istanbul. Et la porte s'ouvre, elle me dit « Ah Serge, tu es à Yerevan ?» Je dis « Bah oui, je viens d'arriver là, je suis arrivé à l'aéroport. » Il me dit « Parajanov est au 5e étage, avec son équipe, la porte est ouverte. » Il laissait toujours la porte ouverte, il mettait toujours la table, il organisait, c'est lui qui offrait. En tout cas, c'est jamais lui qui payait, attention. Hein. Il payait jamais Parajanov. Il fallait qu'il demande à la personne qui était venue lui rendre visite de lui donner l'argent, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire comme si de rien n'était, et il appelait le truc et il payait. Mais ce n'était pas avec son argent, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait jamais d'argent sur lui. Il fallait que l'argent soit dépensé. C'était aussi un truc comme ça. Et le lendemain, l'équipe française arrive, avec Jean-Yves Escoffier, l'opérateur, Jacques et tout ça, et on fait le petit déjeuner, et Parajanov est là. Et il doit partir à Tbilissi, on fait un petit déjeuner, tout ça. Et à un moment, j'étais assis à côté de lui, on parle, je dis, je vais venir te voir à Tbilissi. Il me dit, oui, je commence à tourner. Ce qu'il a fait avec Patrick, d'ailleurs, il l'a autorisé à tourner la première journée de tournage d'Achik Kérib. Là, il commençait la forteresse de Sora. Il me dit, venez avec l'équipe, tournez, je vais commencer le tournage, je vous accueille. On ne nous a jamais laissé aller à Tbilissi, évidemment. On nous a envoyés plutôt aux Zangezur, qui est menacé maintenant, au sud de l'Arménie, où il n'y avait pas encore de tourisme à l'époque, il n'y avait rien. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, les troglodytes de certains villages, une histoire très ancienne, très forte, très belle, juste sur la frontière de l'Iran actuel. Ça m'a servi à ça, mais j'ai raté Parajanov à ce moment-là. On va se retrouver qu'à Paris plus tard. Et il avait ce don de mettre en scène le présent, pour deux raisons. D'abord, il avait besoin que le présent soit intéressant, qu'il serve à quelque chose, qu'il soit un échange, et, si possible, de ne pas se laisser écraser par la situation qui pouvait être à tout moment dangereux. C'est quand même incroyable de cumuler autant d'audace, autant de possibilités de rendre la vie, non pas forcément joyeuse, mais enlever, monter, ne pas baisser la tête. D'ailleurs, il ne baisse pas la tête, Parajanov. Quand on le voit sur toutes les photos, toutes les images, quand il dirige ça, il a la tête toujours dans l'ouverture, dans la possibilité d'attirer vers lui ce qu'il veut transmettre et ce qu'il veut mettre en scène. Voilà, c'est après ça qu'on ne s'est pas vu, qu'on s'est vu à Paris. Donc après Sayat Nova, que je vous ai raconté tout à l'heure, dont la salle se vidait, une semaine après, le film a été interdit. Et ils ont confié le film à un réalisateur, un bon réalisateur ukrainien qu'on connaît peu. Merde. Hein? Oui, Yudkevich, oui. J'ai des trous des fois, c'est l'âge. Hein. Yudkevich, qui a fait quelques films vraiment magnifiques. Et je dis ça, j'étais ému pour dire ça, parce que Parajanov m'a dit plus tard, quand on a parlé de Sayat Nova, il m'a dit, tu sais, Yudkevich m'a sauvé, parce que j'ai vu son montage. Et le film est vraiment très bien maintenant. Parce que lui avait fait un montage où il n'y avait pas de temporalité, l'enfance se mêlait avec l'âge adulte, les lieux n'étaient... Enfin, et puis assez érotique aussi par moments, des corps de femmes qui n'ont rien à faire là au départ, mais qui sont là, etc. C'est rêvé. Parajanov rêve et filme ses rêves, les met en scène cinématographiquement, avec une temporalité totalement personnelle et intérieure. Et Yudkevich met de l'ordre dans le film. Il ne coupe pas grand-chose. Enfin, si, il coupe un peu des choses, mais il fait l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la réclusion et la mort. Voilà. C'est-à-dire que le spectateur peut suivre
disons, une temporalité de la vie de quelqu'un. Du coup, bah, le film s'est appelé Sayat Nova, mais couleur de la grenade, parce que la grenade est assez présente dès le départ dans le film, où d'ailleurs peu de gens savent il montre 2 fois la grenade qui suinte sur un drap blanc. La première fois, c'est d'ailleurs aujourd'hui, ça serait d'actualité, il faudrait le montrer aux gens qui dirigent l'Arménie d'aujourd'hui, le début du film, c'est les frontières de l'Arménie soviétique. Et la deuxième fois, c'est les frontières de l'Anatolie, du royaume de l'Arménie. Si vous revoyez le film, faites-y attention, c'est 2 cartes qu'il a fait image par image pour arriver à l'obtenir. Parce qu'à chaque fois qu'il le faisait, il m'a raconté. Il me dit, bon, on a triché, hein, j'avais mis du rouge qu'on injectait par en dessous et tout ça, mais c'était pas, il fallait faire image par image pour que ça soit juste, que ça déborde pas trop. Alors ça déborde un peu. Mais quand on connaît les cartes de ce qu'était l'Anatolie arménienne, de ce qu'a été le royaume Arménie et de ce qu'est devenu l'Arménie caucasienne, on les reconnaît, on peut reconnaître. Et c'était ça aussi Parajanov, c'est-à-dire que le secret, il le dit d'ailleurs, il dit les artistes partent avec leur secret, ils meurent avec leur secret, parce qu'ils ne peuvent pas tout dire, ils ne peuvent pas tout faire. Et moi je partirai aussi avec mes secrets. Et il avait aussi cette façon de partager ses secrets sans les expliquer. Et il dit aussi, dans le film de Patrick, il y a cette phrase qu'il dit, il me l'avait dit aussi à moi, quand je lui ai dit, tu sais, moi j'avais vu ton film, j'étais jeune, il me dit, mais, et je l'ai dit au public, Bruno, tu étais là, j'ai dit, ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous porter, laissez-vous aller, laissez-vous aspirer, ne cherchez pas à comprendre, vous n'allez pas comprendre. Je dis pour la simple raison que Parajanov lui-même n'a pas compris ce qu'il a fait. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a essayé, la phrase dit au début, de transposer qu'est-ce que serait quelqu'un comme Sayat Nova, ce troubadour très très mystique, qui écrivait en persan, qui écrivait en arménien, qui écrivait en géorgien, je crois aussi, si je ne me trompe pas, peut-être même encore une autre langue, et qui est, comme Parajanov, celui qui aura fait des films de tous les peuples à qui il aura eu affaire. Tous les peuples du Caucase et aussi l'Ukraine. Voilà, tous ces 4 films, les derniers, quoi, c'est-à-dire Les Chevaux de Feu, dont le titre est, le film que vous allez voir ce soir, À l'ombre de nos ancêtres disparus. Tieni Zabitir Predkov, c'est le vrai titre des Chevaux de Feu. C'est les Français, le distributeur français qui l'a appelé Les Chevaux de Feu. Après Sayat Nova, Couleur de la grenade, après la forteresse de Souram et après Achikérib. Donc, c'est tous les pays qu'il a fréquentés d'une certaine façon et toutes les cultures et l'orientalisme qu'il habite dans son gestuel à lui aussi. C'est quelqu'un qui parle avec les mains, beaucoup plus que moi. Hein. Moi, il y a le micro qui me... il parle avec les mains. Quand il dirige, quand il touche des tissus, il danse. Il est tout le temps dans un mouvement perpétuel de création. Son corps aussi est comme ça, même s'il est trapu, etc. Il est extrêmement souple. Il bouge, il gueule, il rampe, il montre comment il faut faire aux jeunes, etc. C'est très étonnant. En fait, ce qu'on voit quand on voit Parajanov à l'image, que ce soit sur des photos de Betchitov, où il hurle parfois, quand il dirige, tout ça, où il est très concentré et tout ça, c'est qu'il est dans une énergie exceptionnelle. Pour quelqu'un, il n'était pas très vieux, hein, il est mort à 66 ans, donc 10 ans avant, il a 50 et quelques, tout ça, 60. Il a une énergie exceptionnelle et qu'il déploie. Parce qu'il parle de sensibilité comme on parle Tarkovsky de lui. Il dit que ce n'est pas du design, ce n'est pas de l'esthétique. C'est quelque chose qui est fondé avant tout et surtout sur une sensibilité immédiate dans laquelle il est au moment où il fait la composition. Et c'est ce qu'il va transmettre après la prison, et déjà en prison, dans tous ces dessins et collages qui sont des mini-films, en fait, qui racontent des mini-histoires condensées, avec des verres brisés, avec une chaussure qu'il a trouvée, comme dans mon film, qui existe, hein, dans la rue, et qu'il va mettre dans une cage, et voilà, c'est une femme mise en cage. C'est tout ça, ça s'arrête là. C'est aussi direct que ça.
et d'autres objets comme ça. Il est tout le temps en mouvement. Moi, je le voyais bien ici, à l'hôtel. À chaque fois que j'allais le voir, il faisait son collage et après il disait, bon, Serge, viens, on va aller à la boulangerie. Tu veux m'accompagner parce qu'il ne parlait pas français. Je voudrais qu'on achète les gâteaux que je vais te montrer. Et j'ai une bouteille de cognac. Et on va remonter dans la chambre. On va manger les gâteaux et on va boire du cognac. C'est-à-dire tout ce qu'il ne doit pas faire. Il est diabétique jusqu'à là. Mais il doit le faire parce qu'à sans ça, il ne peut pas dormir. Et donc on descendait, il choisissait les gâteaux les plus crémeux. Chocolat, caramel, tout. Et on montait, cognac, gâteau, tout ça. Il disait, bon, maintenant, allez, bonne nuit. C'était ça aussi le personnage, c'est-à-dire que intraitable. Mais je pense que après avoir vécu ce qu'il avait vécu, il l'était déjà quand il était plus jeune, mais en plus timide ou en plus pudique, je dirais. Je pense qu'il y a une forme d'impudeur qui s'est installée chez lui, tout en étant dans une forme de grâce, parce que c'est ça qu'il cherche. Il cherche la grâce. La grâce, c'est un mot en français qu'on n'utilise pas beaucoup. Ni dans l'art, ni dans le langage courant. On ne dit pas que quelqu'un a de la grâce. C'est rare qu'on le dise. On le disait avant. Racine le dit, Corneille va le dire en tragédie, tout ça. Mais après, dans la littérature, ça va se perdre. C'est un mot qui sied aux artistes qui ne cherchent pas à bien faire, mais qui cherchent que ce qu'ils vont faire puisse atteindre à un moment donné la grâce de leur art. Et Parajanov n'est que là-dedans. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il raconte, peu importe où il faut atteindre la grâce physiquement, dans le mouvement, dans l'attention, dans la temporalité de ce qu'il va être montré. Et ça, c'est une exigence qui n'est pas facile à avoir, ni au théâtre, ni au cinéma, ni en poésie. Quand on lit Rimbaud, on a par moments vraiment la grâce, même si on ne comprend pas ce qu'il a écrit. Récemment, j'ai enregistré plusieurs poèmes de Rimbaud qui vont sortir, que je ne connaissais pas, qui sont des poèmes qui n'ont pas été vraiment édités, qui sont restés des poèmes un peu marginaux comme ça, dans ses voyages. Très difficile à comprendre, hein, parce que c'est très alambiqué. Mais dans chaque phrase, il y a une traversée de la grâce. Et qui n'est pas explicable, qui est une intuition de celui qui l'aimait. Et Parajanov, c'est ça tout le temps dans ce qu'il cherche à faire. Dans ce que vous verrez tout à l'heure, c'est la caméra qui le fait saigner. Je crois que personne n'avait fait ça avant lui. D'un seul coup, c'est le coup de hache. Il ne va pas montrer la personne qui a le coup de hache sur la tête. C'est la caméra qui saigne. C'est-à-dire l'image qu'on reçoit, l'image qu'on voit. La tête, on est à l'intérieur de la tête de la personne, en fait. C'est ça, Parajanov. C'est-à-dire qu'il a cette idée-là, qui est de comment transformer le réel, d'abord pour que ça soit beau, deuxièmement pour qu'il y ait de la grâce, et troisièmement pour laisser l'imaginaire du spectateur faire le travail. Ne pas tout mâcher, ne pas tout dire, ne pas expliquer, surtout pas expliquer. Et lui, il allait donc jusqu'à dire, moi-même, je ne comprends pas ce que j'ai fait, donc ce n'est pas la peine que vous cherchez à comprendre. Par exemple, début de Sayat Nova, il y a les parents. On voit bien que ce sont des parents. Et il y a l'enfant, magnifique, jeune garçon qu'il avait trouvé. Magnifique. Il a dû en voir je ne sais pas combien. Et à un moment, les parents regardent la caméra et puis ils prennent des tissus et le garçon est comme un fœtus. Ça, on le comprend. Et mettent des couvertures sur lui. Combien ils en mettent? Nous, spectateurs, on ne va pas compter. Mais lui, il a compté. Autant de mois qu'avant un fœtus devienne un enfant. Presque 9. Et à un moment, l'enfant va réapparaître. Après ça, c'est ça, Parajanov. C'est-à-dire qu'il ne va pas expliquer. Mais il va faire, il va mettre en scène, il va essayer de transposer en image ce qui peut être le ressenti du réel. Ça fait combien de minutes que je parle? Oh, c'est le temps. Si on veut pouvoir discuter,
Tu es intarissable, tu avais dit 1 heure et on a largement. Alors attendez, Sauf si tu as un dernier point, Oui, parce oui. qu'il y a un échange après avec le public. Je voulais regarder, j'avais pris quelques notes que je voulais absolument aborder. dire. Son cinéma, c'est On va repartir pour une demi-heure. Oui, il parle beaucoup d'images fusionnelles, Parajanov. Un peu comme Péléchian aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que l'image qu'on fait doit être fusionnelle dans son ensemble et dans ce qui l'accompagne. Ça, c'est le montage au cinéma. Ce qu'on appelle le montage, c'est un plan collé à un autre plan, un autre plan, un autre plan. Ça doit nous raconter une histoire. Eh bien non, ni chez Tarkovsky, ni chez Parajanov, ni chez Péléchian. Un plan collé à un autre plan ne raconte pas tout de suite une histoire. Parce qu'il n'y a pas de psychologie. Parce qu'on n'est pas dans une dramaturgie de la psychologie des personnages. On est dans un rapport fusionnel, esthétique et rythmique de ce qui est constitutif du cinéma. Moi, j'utilise ces mots, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds à l'Institut Lumière et on vient de voir le travail des Lumières et l'apparition du cinéma. Je me suis dit, oui, c'est ça. Il faut repenser qu'est-ce que c'est que le cinéma. En arménien, c'est Charja Patkej. Ça veut dire l'image qui bouge, le cinématographe. Et donc, je pense qu'il y a ça sans que ça soit formulé. Et je voulais juste dire 2 phrases que j'ai notées et qui vont courte. avec... Hein? Courte, tes phrases. Courte. Si tu veux qu'il y ait un échange avec le public minimum. D'abord, c'est la définition de l'art que j'ai partagée avec Parajanov un jour. Parce que j'étais en train de lire L'arme d'Eros de Georges Bataille. Et à un moment, quelqu'un lui dit, mais c'est quoi pour vous la définition de l'art? Et Bataille répond, c'est le simple et l'infini d'un seul regard. Et je l'ai traduit à Parajanov un jour, en russe. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Il m'a dit, mais c'est parfait. Moi, ce que je fais, c'est simple. Mais il y a une profondeur de champ. Enfin, l'infini, c'est ça. Voilà. C'est tout. Pour le... C'est déjà beaucoup. Un grand merci.